Elle se réveillait toujours avec le goût de la peur dans la bouche. Pas une peur nouvelle, non. Une peur ancienne, léguée comme un héritage empoisonné, qui s'installait entre ses dents dès l'enfance. Sa mère disait « Tu es trop sensible », et ces mots devenaient des clous plantés dans sa chair, un à un, jusqu'à ce qu'elle apprenne à fermer les volets de son cœur. La maison aux volets fermés. C'est ainsi qu'elle se voyait maintenant, des années plus tard. Une demeure où la lumière n'entrait plus, où les rires s'étaient tus, où même les fantômes avaient fini par partir. Elle avait appris à vivre dans l'obscurité de ce qu'on lui avait dit qu'elle était. Trop ceci, pas assez cela, jamais suffisante. « Pourquoi tu pleures encore ?» La voix de sa mère résonnait encore dans ses oreilles des décennies après, et elle avait fini par ne plus pleurer, jamais. Les larmes s'étaient cristallisées quelque part dans sa poitrine, formant un lac gelé qu'elle portait en silence. Le matin, devant la glace, elle ne se reconnaissait plus. Qui était cette femme aux yeux éteints qui la regardait ? Quand avait-elle cessé d'être elle-même pour devenir ce qu'on attendait d'elle ? Quand avait-elle troqué sa voix contre le silence, sa spontanéité contre la peur du jugement ? Les autres semblaient naviguer dans la vie avec une aisance qu'elle ne comprenait pas. Ils riaient fort, parlaient sans réfléchir, osaient dire non. Elle s'était construite comme une forteresse inversée, toutes les défenses tournées vers l'intérieur, protégeant les autres d'elle-même. Dans son enfance, elle avait été cette petite fille qui dansait seule dans sa chambre, qui inventait des histoires merveilleuses, qui parlait aux arbres. Puis progressivement, on lui avait appris que c'était ridicule, que c'était mal, que c'était trop. Alors elle a rangé sa magie dans une boîte, fermait les volets de son âme et commençait à jouer le rôle qu'on attendait d'elle. Maintenant, à 40 ans, elle se demandait où était passé cet enfant libre. Avait-elle été assassinée en cours de route ? Était-elle simplement endormie, attendant qu'on vienne la réveiller ? Ou était-elle morte de ne pas avoir été vue, comprise, acceptée ? La maison aux volets fermés était devenue sa prison, et elle en était à la fois la gardienne et la prisonnière, tenant les clés d'une liberté qu'elle avait oublié comment atteindre. Car ce n'était pas elle, cette femme craintive et silencieuse, c'était ce qu'on lui avait fait croire qu'elle devait être. Dans le silence de sa cuisine, elle buvait son café du matin en regardant les volets fermés de sa propre maison. Depuis quand n'avait-elle pas laissé entrer la lumière ? Depuis quand vivait-elle dans cette pénombre choisie ? Cette obscurité protectrice qui l'isolait du monde, mais aussi d'elle-même. Carl Jung avait écrit « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Et son destin à elle, c'était cette répétition infinie. Se faire petite, s'excuser d'exister, porter la culpabilité des autres comme un manteau trop lourd. Elle se souvenait de ce jour où, enfant, elle avait voulu montrer son dessin à sa mère. Un soleil orange avec des rayons dorés, une maison avec des fleurs, une famille qui souriait. Sa mère avait à peine levé les yeux. « Arrête de déranger, tu vois pas que je suis occupée ?» Le dessin était tombé par terre et avec lui, quelque chose s'était brisé en elle. L'archétype de l'orpheline avait pris racine ce jour-là. Cette partie d'elle qui croyait ne mériter ni attention ni amour, qui avait appris à survivre en devenant invisible, en anticipant les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Elle était devenue experte dans l'art de lire les visages, de détecter les humeurs, de s'adapter pour ne pas déranger. Dans sa maison aux volets fermés, elle avait reconstitué le même schéma. Pas de bruit, pas de désordre, pas de spontanéité, tout était rangé, contrôlé, aseptisé. Même ses émotions étaient classées dans des tiroirs étiquetés. Colère interdite, tristesse honteuse, joie suspecte. Ses relations amoureuses suivaient le même pattern. Elle choisissait toujours des hommes qui avaient besoin d'être réparés, des hommes qui ne la voyaient pas vraiment, mais qui lui donnaient l'illusion d'être utiles. Elle devenait leur mère, leur infirmière, leur confidente, tout sauf leur égale. Et quand il finissait par partir, elle se disait « Tu vois, tu n'es pas assez bien ». Au travail, c'était pareil. Elle était celle qui disait toujours oui, qui restait tard, qui ne réclamait jamais. Ses collègues la trouvaient si gentille, si serviable. Ils ne voyaient pas la rage silencieuse qui bouillonnait en elle, cette colère ancestrale d'être réduite au rôle de la gentille fille qui ne fait pas de vagues. La maison aux volets fermés était devenue sa métaphore existentielle. À l'intérieur, dans l'obscurité, elle gardait précieusement ses blessures, ses peurs, ses rêves avortés.
À l'extérieur, elle souriait, acquiesçait, se fondait dans le décor. Mais quelque chose commençait à fissurer cette façade. Une fatigue profonde, une lastide qui montait du ventre. Elle ne pouvait plus vivre la vie d'une autre, à porter un masque qui l'étouffait. Les volets tremblaient sous la pression de la lumière qui voulait entrer. La nuit, elle rêvait de corridors sans fin dans sa maison aux volets fermés, des couloirs qui menaient vers des pièces qu'elle n'avait jamais osé ouvrir, des chambres où résonnaient les échos de tout ce qu'elle avait eu. Dans ses rêves, elle entendait des voix, la sienne, enfant, qui criait « Regarde-moi, écoute-moi !» Mais personne ne venait. Au réveil, la réalité pesait comme une dalle sur sa poitrine. Elle se rendait compte qu'elle avait passé sa vie à éteindre sa propre lumière pour ne pas déranger. Chaque fois qu'elle avait eu envie de dire quelque chose d'important, une voix intérieure lui chuchotait « Tais-toi, tu vas les gêner ». Chaque fois qu'elle avait ressenti de la joie, cette même voix ajoutait « Ne montre pas trop, ils vont penser que tu te crois supérieur ». La sombre mère avait pris ses quartiers dans sa psyché. Cette figure archétypale qui dévore ses enfants, qui les empêche de grandir, de briller, d'exister pleinement. Elle portait en elle les injonctions maternelles comme des chaînes invisibles. Une fille bien ne se met pas en avant. Il faut toujours penser aux autres avant soi. L'orgueil est un péché. Dans sa maison aux volets fermés, elle avait recréé l'atmosphère étouffante de son enfance. Pas de couleurs vives, pas de musique forte, pas de rire spontané. Tout était mesuré, retenu, contrôlé. Elle vivait comme si elle demandait permission à l'air de la respirer. Ses relations amicales étaient des performances. Elle écoutait, conseillait, réconfortait, mais ne partageait jamais vraiment. Quand on lui demandait comment elle allait, elle répondait toujours « Ça va ? Et toi ?» Ses amis ne connaissaient d'elle que la surface lisse qu'elle leur présentait. Personne ne soupçonnait l'ouragan qui faisait rage derrière ses yeux calmes. La colère commençait à monter. Une colère qu'elle ne reconnaissait pas, qu'elle trouvait effrayante. Contre sa mère qui l'avait éduquée dans la peur, contre son père qui n'avait jamais été là, contre tous ces hommes qui avaient profité de sa gentillesse sans jamais la voir, contre elle-même surtout, qui avait choisi la sécurité de l'invisibilité plutôt que le risque d'être authentique. Elle se surprenait à serrer les poings en regardant des femmes qui osaient prendre leur place, qui parlaient fort, qui s'affirmaient. Une partie d'elle les enviait, une autre les jugeait. « Elles sont trop », pensait-elle, répétant malgré elle les lotions de son enfance. Dans sa maison aux volets fermés, les murs commençaient à suinter. L'humidité de toutes ces larmes retenues, de toutes ces paroles ravalées, de toutes ces colères étouffées. Les fondations tremblaient sous le poids de tant de non-dits. Elle réalisait qu'elle était devenue complice de sa propre disparition, qu'elle avait participé activement à son effacement, croyant que c'était de l'amour, alors que c'était de la peur déguisée. Cette nuit-là, elle fit un rêve qui la réveilla en sursaut. Elle était dans sa maison aux volets fermés, mais les murs saignaient. Un sang noir, épais, qui coulait des fissures comme des larmes anciennes. Et dans chaque goutte, elle voyait un moment où elle s'était trahie. La fois où elle avait dit oui alors qu'elle pensait non. La fois où elle avait souri quand elle avait envie de hurler. La fois où elle avait demandé pardon pour exister. Au petit matin, assise dans sa cuisine, elle regarda ses mains qui n'avaient jamais frappé, jamais revendiqué, jamais pris ce qui leur appartenait. Ses mains qui s'étaient toujours tendues pour donner, jamais pour recevoir. Elle les détestait soudain, ses mains de sainte, ses mains de victime consentante. L'exercice vint à elle comme une évidence douloureuse. Elle alla chercher un carnet et commença à écrire une lettre à la petite fille qu'elle avait été. « Ma chérie, écrivit-elle, je viens te dire que j'ai échoué. J'ai pris tes rêves et je les ai enterrés. J'ai pris ta voix et je l'ai étouffée. J'ai pris ta lumière et je l'ai cachée sous un boisseau de peur. » Les mots coulaient comme du poison qu'elle aurait enfin craché. « Tu voulais être danseuse et j'ai choisi un métier raisonnable. Tu voulais voyager et j'ai choisi la sécurité. Tu voulais aimer passionnément et j'ai choisi des hommes qui ne pouvaient pas me faire mal parce qu'ils ne pouvaient pas me voir. » Elle écrivit jusqu'à ce que ses doigts la brûlent, jusqu'à ce que les larmes qu'elle avait retenues pendant des décennies se mettent enfin à couler. Des larmes chaudes, salées, libératrices. Elle pleurait sur cet enfant sacrifié sur l'autel de la conformité,
sur cette adolescente qui avait rangé ses rêves dans un tiroir, sur cette femme qui avait accepté les miettes quand elle méritait le festin. Dans sa maison au volet fermé, quelque chose se brisait enfin. Un barrage intérieur qui cédait sous la pression de tant d'années d'émotions refoulées. Elle sentait la colère monter, pure et légitime. Pas contre les autres cette fois, mais contre elle-même. Contre sa lâcheté, sa complaisance, sa façon de se mentir, en prétendant que sa soumission était de la bonté. Tu as assassiné ton propre feu pour réchauffer des étrangers. Cette phrase lui traversa l'esprit comme un coup de poignard. Elle la répéta à voix haute dans le silence de sa cuisine, et sa propre voix lui semblait étrangère. Combien de fois avait-elle dit « ce n'est pas grave » quand c'était grave? Combien de fois avait-elle minimisé ses blessures pour éviter de déranger? Combien de fois avait-elle choisi la paix des autres au détriment de sa propre vérité? Les volets de sa maison intérieure commençaient à trembler. Derrière, elle entendait gronder l'orage de ce qu'elle avait toujours été, mais qu'elle s'était interdit d'être. Le hurlement sortit de sa gorge comme une bête sauvage qu'on aurait gardée en cage pendant des décennies. Un cri qui venait du ventre, des tripes, de cette partie d'elle qu'elle avait bâillonnée depuis l'enfance. Elle était debout dans sa cuisine, les poings serrés, et elle criait, enfin. Criait contre cette petite fille obéissante qu'elle avait été, criait contre cette femme résignée qu'elle était devenue. Sa maison au volet fermé tremblait sur ses fondations. Dans son esprit, elle voyait les murs se fissurer, les cloisons s'effondrer, toute cette architecture de mensonges qu'elle avait construite pour se protéger. Elle ne voulait plus être protégée, elle voulait être vivante. Ses jambes la lâchèrent. Elle s'effondra sur le carrelage froid de sa cuisine et, pour la première fois depuis des années, elle se laissa aller complètement. Elle sanglotait, comme cet enfant qu'on avait forcé à grandir trop vite, comme cette adolescente qui avait enterré ses rêves, comme cette femme qui avait accepté d'être invisible. Dans cette dissolution totale, elle sentait quelque chose d'étrange se produire. Une chaleur qui montait de son ventre, une énergie qu'elle ne reconnaissait pas. C'était sa colère, oui, mais pas seulement. C'était sa force vitale qui revenait, cette énergie primitive qu'elle avait étouffée pour être acceptable. Elle se souvenait maintenant d'avant les « tais-toi », les « ne fais pas ça », les « qu'est-ce que les gens vont penser ». Elle se souvenait de cette petite fille qui chantait sous la douche, qui inventait des danses dans le salon, qui posait 1000 questions parce que le monde la fascinait. Cet enfant-là n'avait pas peur d'exister, elle existait, point final. L'archétype de l'innocente blessée gisait maintenant à ses pieds, comme une poupée de chiffon qu'on aurait défaite. Elle voyait clairement maintenant comment elle avait utilisé sa douleur comme une excuse pour ne pas vivre, comment elle avait fait de sa blessure une identité, de sa peur une religion. Dans sa maison au volet fermé, les lames de bois commençaient à pourrir, l'humidité de tant de larmes retenues, de tant de cris avalés, de tant de vies non vécues. Elle sentait l'odeur de la moisissure, du renfermé, de la mort lente. Mais en même temps, miraculeusement, elle entendait quelque chose d'autre, un bruit qu'elle n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'elle l'avait oublié, le bruit de son propre cœur qui battait. Pas le rythme anxieux qu'elle connaissait, mais un battement profond, régulier, ancien, le rythme de la vie qui revenait. Elle était au fond du puits maintenant, dans l'obscurité totale de sa maison effondrée, mais pour la première fois depuis des années, elle ne cherchait pas à remonter tout de suite, elle voulait rester là, dans cette vérité crue, dans cette authenticité douloureuse mais réelle. Car elle commençait à comprendre que ce n'était pas elle qui était brisée, c'était le mensonge qu'elle avait vécu qui se brisait enfin. Dans les décombres de sa maison au volet fermé, elle entreprit un rituel qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle alla chercher dans son placard cette robe rouge qu'elle avait achetée 2 ans plus tôt et qu'elle n'avait jamais portée. Trop voyante, avait-elle pensé. Qu'est-ce que les gens vont dire? Elle l'enfila maintenant, dans sa cuisine inondée de larmes, et elle se regarda dans le reflet de la fenêtre. Cette femme en rouge qui la regardait, c'était elle, la vraie, celle qu'elle avait cachée, niée, étouffée. Ses joues étaient gonflées de pleurs, ses yeux rougis, ses cheveux défaits. Elle était magnifique. Elle commença alors à parler à cette femme dans le reflet, comme si elle s'adressait à une sœur retrouvée après des années de séparation. « Salut toi », murmura-t-elle. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Excuse-moi de t'avoir abandonné.
Excuse-moi de t'avoir fait croire que tu étais trop. » Le dialogue se poursuivit, de plus en plus fluide, de plus en plus authentique. Elle racontait à son reflet tous ces moments où elle avait choisi la sécurité plutôt que l'aventure, la conformité plutôt que l'originalité. Elle lui demandait pardon pour tous ces noms qu'elle avait dit à la vie, pour toutes ces occasions qu'elle avait laissées passer. « Tu te souviens, dit-elle à son reflet, quand tu voulais apprendre le piano? J'ai dit que c'était trop cher. Quand tu voulais voyager seul, j'ai dit que c'était trop dangereux. Quand tu voulais dire « je t'aime » en premier, j'ai dit que c'était trop risqué. » Sa voix se brisait, mais elle continuait. Elle libérait des décennies de regrets, de rêves avortés, de désirs refoulés. Elle se pardonnait d'avoir eu peur, mais elle se promettait aussi de ne plus jamais se trahir. Dans sa maison aux volets fermés, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les planches pourries commençaient à tomber d'elles-mêmes. Pas violemment, mais naturellement, comme des fruits mûrs qui tombent de l'arbre. Elle entendait le bruit sourd de chaque morceau de mensonge qui s'effondrait. Et derrière, elle apercevait de la lumière. Une lumière dorée, chaude, qui avait toujours été là, mais que les volets avaient cachée. Cette lumière, c'était elle. Son essence véritable, son énergie vitale, sa joie naturelle qui avait survécu à tout, enfouie, mais indestructible. Elle tendit la main vers cette lumière et sentit une chaleur qu'elle avait oubliée, la chaleur de l'acceptation de soi, de l'amour-propre, de la fierté d'être qui en est vraiment. Elle n'était plus dans les décombres maintenant, elle était dans l'entre-deux, dans cet espace sacré où la mort de l'ancienne fait place à la naissance de la nouvelle. Les volets continuaient de tomber, un à un, et avec chaque chute, elle respirait un peu mieux. La première chose qu'elle vit quand les volets tombèrent complètement, ce fut son jardin. Elle avait oublié qu'elle avait un jardin. Pendant des années, elle n'avait regardé que les murs de sa maison fermés, mais là, dehors, la vie avait continué. Des fleurs sauvages avaient poussé, des arbres s'étaient épanouis, des oiseaux avaient fait leur nid. Elle sortit de sa maison en ruine, pieds nus dans l'herbe, et pour la première fois depuis des décennies, elle sentit la terre sous ses pieds. La terre qui ne jugeait pas, qui ne demandait pas d'être différente, qui l'accueillait telle qu'elle était. Cette sensation de connexion directe avec la vie la fit pleurer à nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. L'archétype de la magicienne se réveillait en elle, cette partie d'elle qui avait toujours su qu'elle possédait un pouvoir, une force créatrice, une capacité à transformer sa réalité. Elle l'avait ensevelie sous des couches de peur et de conformité, mais elle était toujours là, intacte, attendant son heure. Dans son jardin retrouvé, elle commença à comprendre quelque chose de fondamental. Elle n'était pas venue au monde pour plaire à tout le monde. Elle n'était pas venue pour être parfaite selon les standards des autres. Elle était venue pour être elle-même, dans toute sa complexité, sa beauté imparfaite, sa vérité rugueuse. Jung avait raison. L'individuation était un processus de séparation d'avec le collectif pour devenir soi-même. Elle avait passé sa vie à fusionner avec les attentes des autres, à disparaître dans leurs besoins, à se fondre dans leurs projections. Maintenant, elle se séparait. Elle se distinguait. Elle devenait visible. Elle ramassait une poignée de terre et la laissa couler entre ses doigts. Cette terre, c'était elle aussi, dense, riche, capable de faire pousser des choses magnifiques. Elle n'avait pas besoin d'être de l'eau pour être précieuse, elle n'avait pas besoin d'être de l'air pour être essentielle. Elle était la terre, et la terre était bonne. Sa voix, sa vraie voix, commençait à revenir. Pas celle qu'elle avait construite pour plaire, douce et accommodante, mais sa voix naturelle, avec ses graves, ses aspérités, ses inflexions uniques. Elle prononça son nom à haute voix dans son jardin, et ce nom résonna différemment. Il avait du poids maintenant, de la substance. Elle comprenait enfin que toute sa vie, elle avait cherché l'approbation des autres parce qu'elle n'avait jamais appris à s'approuver elle-même. Elle avait mendié l'amour à l'extérieur parce qu'elle ne savait pas comment s'aimer de l'intérieur. Mais l'amour, le vrai, celui qui dure, celui qui guérit, celui qui transforme, il commençait toujours par soi. Dans son jardin retrouvé, elle fit un vœu. Elle se promit de ne plus jamais fermer les volets de son âme, quoi qu'il arrive. Elle se promit de rester ouverte, vulnérable, authentique. Elle rentra dans sa maison transformée. Les murs étaient toujours là, mais ils respiraient maintenant. Les fenêtres s'envolaient, laissaient entrer une lumière qu'elle avait oubliée, une lumière qui révélait la beauté de chaque objet, de chaque coin, de chaque détail qu'elle avait vécu dans l'ombre. Pour la première fois de sa vie, elle se pardonna vraiment. Pas du bout des lèvres, pas intellectuellement, mais viscéralement, cellulairement. Elle se pardonna d'avoir eu peur. Elle se pardonna d'avoir choisi la sécurité. Elle se pardonna d'avoir été humaine, imparfaite, cherchant l'amour là où il n'était pas. L'exercice vint naturellement.
Elle écrivit une lettre de pardon à sa mère, pas pour l'excuser, pas pour minimiser les dégâts, mais pour se libérer du poids de la rancœur. « Maman, écrivit-elle, tu as fait de ton mieux avec tes propres blessures. Tu as transmis ce qu'on t'avait transmis. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir de ne plus porter ta peur. » Elle écrivit aussi à son père absent, à tous ces hommes qu'il avait traversés sans la voir, à cette société qui lui avait appris que sa valeur dépendait de sa capacité à s'effacer. Elle leur pardonnait non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'elle méritait d'être libre. Le pardon n'était pas de l'oubli, c'était de la libération, c'était choisir de ne plus laisser le passé définir son présent. C'était reprendre son pouvoir, récupérer son énergie, se réapproprier sa vie. Dans sa maison aux fenêtres ouvertes, elle commençait à voir clair. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait attiré des relations toxiques. Elle ne se croyait pas digne de mieux. Elle comprenait pourquoi elle s'était contentée de peu. Elle ne pensait pas mériter plus. Elle comprenait pourquoi elle avait étouffé sa voix. Elle croyait qu'elle n'avait rien d'important à dire. Tout cela était faux, archi faux. Elle était digne d'amour inconditionnel. Elle méritait d'être vue, entendue, respectée. Sa voix avait de la valeur, ses opinions comptaient, son existence était un cadeau au monde. L'archétype de la sage prenait racine en elle. Cette partie d'elle qui avait toujours su, au fond, qui elle était vraiment. Cette sagesse intuitive qui avait survécu à tous les conditionnements, qui avait murmuré des vérités qu'elle n'avait pas voulu entendre, qui l'avait guidée même quand elle refusait de l'écouter. Elle regardait autour d'elle et vit sa vie différemment. Chaque expérience, même les plus douloureuses, avait eu un sens. Chaque blessure l'avait menée vers cette renaissance. Chaque nom qu'elle s'était dit l'avait préparée au oui qu'elle allait maintenant prononcer. Car oui, elle voulait vivre. Vraiment vivre. Pas survivre, pas faire semblant, pas exister en périphérie. Vivre pleinement, intensément, authentiquement, avec ses défauts, ses peurs, ses imperfections, mais aussi avec sa lumière, sa force, sa beauté unique. Debout dans sa maison transformée, elle voyait maintenant le chemin qui s'ouvrait devant elle, non pas un chemin tracé d'avance, mais un sentier qu'elle allait créer en marchant, pas après pas, choix après choix, vérité après vérité. Elle commença par les petites choses. Ce matin-là, quand le boulanger lui demanda comment elle allait, au lieu de répondre machinalement « ça va », elle dit « je renais ». Il la regardait étrangement, mais elle s'en fichait. C'était sa vérité et elle avait décidé de la dire. Au travail, quand son collègue tenta une fois de plus de lui refiler sa tâche, elle dit simplement « non, ce n'est pas mon travail ». Sa voix était calme mais ferme. Il semblait surpris mais il n'insista pas. Elle réalisa que les gens respectaient les limites qu'on leur posait clairement. Sa maison aux fenêtres ouvertes devint son laboratoire de transformation. Elle changea la disposition des meubles, accrocha des couleurs vives aux murs, mit de la musique forte. Chaque modification était un acte de rébellion contre son ancien moi, une affirmation de qui elle devenait. Elle appela ses amis, une par une, et leur dit des choses qu'elle n'avait jamais dites. À Sophie, elle avoua qu'elle s'était toujours sentie en compétition avec elle. À Marie, elle dit qu'elle trouvait son mari irrespectueux. Alors, elle expliqua qu'elle avait besoin d'une amitié plus équilibrée. Certaines furent choquées, d'autres soulagées. Quelques-unes s'éloignèrent. Elle le vécut comme un tri naturel. L'archétype de la créatrice s'épanouissait en elle. Elle se remit au piano, qu'elle avait abandonné à 15 ans. Ses doigts étaient rouillés, mais la musique était toujours là, enfouie dans sa mémoire corporelle. Elle joua des heures retrouvant cette joie pure de créer quelque chose de beau sans autre but que le plaisir. Elle commença aussi à écrire. Pas pour être publiée, pas pour être lue, mais pour exister sur le papier, pour donner corps à ses pensées, pour libérer les mots qui avaient été prisonniers si longtemps dans sa gorge. Dans sa maison aux fenêtres ouvertes, elle recevait maintenant différemment. Elle n'était plus l'hôtesse parfaite qui s'oubliait pour les autres. Elle était présente, authentique, elle partageait autant qu'elle donnait. Ses dîners devinrent plus vrais, plus profonds, plus nourrissants. Elle apprenait à dire « je » sans s'excuser. « Je pense que »,« j'ai envie de »,« je ne suis pas d'accord ». Ces petits mots révolutionnaires qui marquaient leur territoire existentiel, qui affirmaient leur place dans le monde. Le plus beau, c'est qu'elle découvrait que plus elle devenait elle-même, plus les autres l'aimaient vraiment. Pas l'image qu'elle projetait, pas le rôle qu'elle jouait, mais elle, dans sa vérité imparfaite et lumineuse. Sa maison aux fenêtres ouvertes était devenue un phare. Elle attirait les âmes vraies, repoussait les profiteurs, créait autour d'elle un cercle de relations authentiques. 6 mois plus tard, elle se tenait dans son jardin au lever du soleil. Sa maison aux fenêtres grandes ouvertes respirait derrière elle,
vivante, accueillante, vraie. Elle portait la robe rouge qui était devenue son uniforme de guerre contre l'invisibilité, et ses pieds nus touchaient cette terre qu'il avait vue renaître. Elle regardait ses mains, ces mêmes mains qu'elle avait détestées. Maintenant, elle voyait leur beauté, les lignes qui racontaient son histoire, les cicatrices qui témoignaient de sa survie, la force qui coulait dans ses veines. Ses mains avaient appris à prendre autant qu'à donner, à créer autant qu'à servir, à caresser son propre visage avec tendresse. Dans le reflet de la fenêtre du matin, elle aperçut cette petite fille qu'elle avait été, celle qui dansait seule dans sa chambre. Mais cette fois, au lieu de lui dire de se taire, elle lui sourit. « Danse !» lui dit-elle, « danse aussi fort que tu veux, le monde a besoin de ta musique. » Sa voix l'avait trouvé sa place. Elle parlait maintenant dans les réunions, donnait son avis, disait non quand c'était non, oui quand c'était oui. Elle avait découvert que sa voix était unique, nécessaire, irremplaçable. Les gens l'écoutaient, non pas pour politesse, mais parce qu'elle avait quelque chose à dire. L'amour était revenu dans sa vie, mais différemment. Pas un amour de dépendance ou de réparation, mais un amour de reconnaissance mutuelle. Elle avait rencontré quelqu'un qui voyait sa lumière sans vouloir la dimmer, qui aimait sa force sans vouloir la briser, quelqu'un qui, comme elle, avait fait le chemin vers son authenticité. Dans sa maison transformée, elle avait créé un coin qu'elle appelait l'hôtel de la vérité. Une petite table avec des objets qui lui rappelaient qui elle était vraiment, une photo d'elle enfant en train de rire, une pierre ramassée lors de son premier voyage solo, une fleur séchée de son jardin, un carnet où elle écrivait ses vérités quotidiennes. Chaque matin, elle s'arrêtait devant cet hôtel et se rappelait son serment. Ne plus jamais fermer les volets de son âme, ne plus jamais se trahir, ne plus jamais choisir la peur quand la vie lui tendait la main. Elle avait compris que ce n'était pas elle qui était trop. C'était le monde qui était trop petit pour contenir toute sa magnificence. Alors, elle avait agrandi son monde. Elle s'était donné la permission d'être immense. L'ancienne maison aux volets fermés n'existait plus. À sa place, se dressait une demeure lumineuse aux fenêtres grandes ouvertes sur l'infini. Et dans cette maison, une femme libre respirait enfin. La lumière avait trouvé sa maison. Et sa maison, c'était elle.